Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Une délégation gouvernementale a apporté des clarifications sur les projets de loi adoptés récemment au Parlement, notamment la loi sur l'avortement. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 25 octobre. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de Dahomey, Mathieu Kérékou, a dirigé un coup d'État le 26 octobre 1972. Retour sur sa déclaration le jour de cette opération. L'empereur Holobert relaxé, ses ministres condamnés à 3 ans de prison. Tel est le verdict prononcé par le tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 26 octobre. Des précisions dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à toutes et à tous. Le jeudi 26 octobre 1972, le Dahomey, alors appelé enfant malade de l'Afrique en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État réussi. Un coup d'État qui viendra mettre un terme à la série ininterrompue de putsch qui agitait ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis son indépendance acquise le 1er août 1960. Dans l'élément à suivre, Abdelkader Achirou rappelle les fondements de ce putsch et ses conséquences sur le Bénin. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour, le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972. À 14h30, le régime du Conseil présidentiel, avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux des masses, l'injustice et l'arbitraire érigés en règle de gouvernance, le virus de la division ayant atteint l'armée et le constat de faillite du Conseil présidentiel. Pour lui, l'armée consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, après ce constat, a été amenée à décider dans l'intérêt supérieur du Dahomey, actuel Bénin, a abrogé l'ordonnance numéro 70-34 du 7 mai 1970
portant charte du Conseil présidentiel, la dissolution du dit Conseil et de son gouvernement et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70-42-CP-DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Daro Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nulles et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR, les a rassurés de son engagement à respecter les biens, les personnes et les accords internationaux conclus avec leurs pays respectifs. Le GMR a invité toutes les forces vives et autres composantes de la nation à faire des propositions et suggestions dans le cadre de l'élaboration d'un programme de développement intégral et populaire qui sera appliqué par le gouvernement militaire avec le concours direct et la participation effective de tous les travailleurs de la nation. Pour le chef de l'État, Mathieu Kérékou, l'exemple de patriotisme sera désormais donné par le gouvernement. Les forces vives du pays étaient conviées à apporter leur concours direct et leur participation effective au programme que le GMR entendait mettre en œuvre. La devise qui était répandue à travers le pays était désormais de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les tâches reprochées au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigées. Ce diagnostic de maux dont souffrait l'État dahoméen posé Mathieu Kérékou enchaîna, mais c'est aussi l'histoire de la longue lutte du peuple militant de notre pays qui, le 26 octobre 1972, marque une rupture radicale avec le passé et amorce une politique nouvelle d'indépendance nationale dont la base et la finalité restent ses intérêts et sa personnalité. Je vous invite à suivre son historique interview accordée le jour du putsch. Les ministres de la Santé, Benjamin Nkouati, des Affaires sociales, Véronique Toye-Fodé, de la Justice, Séverin Konom et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Goumbédi, ont animé une conférence de presse conjointe ce lundi 25 octobre à Cotonou, à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. La loi portant modifications relatives à la santé sexuelle et à la reproduction, la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin était au cœur des échanges. Les dispositions de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction sexuelle indiquent 3 conditions dans lesquelles l'avortement peut être pratiqué. Au cours de la dite conférence de presse, le ministre de la Santé a expliqué que ces cas ne constituent qu'une infime partie des possibilités offertes à une femme confrontée à la complexité de garder la grossesse. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos.
Le projet de loi modifiant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui a été introduit et adopté par l'Assemblée nationale, introduit par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, au-delà de ce qui était prévu au niveau de l'article 17, a eu à prévoir des dispositions particulières. En effet, l'article 17 de cette loi prévoyait des conditions restrictives pour les interruptions volontaires de grossesse. Il s'agissait de cas où la vie de la femme de la mère était en danger, des cas de viol ou de l'inceste, ou encore des cas où l'enfant, le fœtus, était porteur d'une malformation incompatible avec la vie. C'est ces cas qui étaient prévus par la loi 2003. Or, vous savez bien que ces cas ne constituent qu'une partie infime des demandes d'interruption volontaire de grossesse. Le projet de loi qui a été introduit, donc la nouvelle loi modificative, a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ces cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Et plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite, il ne pourrait pas être autorisé qu'on procède à une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit du terme de 12 semaines d'aménorrhée qui a été prévu par la loi. La nouvelle loi a également prévu qui peut recueillir une demande d'interruption volontaire de grossesse et où ça peut se faire. Ainsi, les assistants sociaux ou les médecins dans des centres qui répondent aux normes qu'il faut pour procéder à cette interruption vont pouvoir accueillir la femme, recueillir son souhait, la conseiller et, en cas où ça se confirme, si c'est dans un centre médical déjà, pouvoir procéder à l'interruption ou si c'est une assistance sociale, l'orienter vers le centre adapté pour pouvoir bénéficier de l'interruption. La question des mineurs et des femmes sous curatelle, c'est-à-dire sous un contrôle, responsabilité, a été également traitée par la loi. Et au-delà de ce qui est dit sur les réseaux, la loi n'a pas donné aujourd'hui le pouvoir aux mineurs d'aller faire des interruptions. Au contraire, la loi a prévu que c'est sous le couvert d'une autorité parentale, ou de tout au moins de la personne sous laquelle le mineur est placé. De fait, le mineur qui est demandeur ou la personne sous curatelle doit être forcément accompagné au niveau du centre de demande d'interruption volontaire de grossesse ou alors de sa demande vers l'assistant social. À présent, je vous invite à suivre un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngoumbédi, qui rappelle le bien fondé de ces initiatives du gouvernement. En mettant en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin. Je ne dis pas la femme béninoise, pour la femme au Bénin, parce que cela concerne toutes les femmes qui vivent au Bénin. Et en prenant l'initiative de la refonte de l'Institut national de la femme, il va sans dire, comme le chef de l'État lui-même a pu l'expliquer
dans certaines circonstances, que cette initiative appelait forcément d'autres qui devaient venir compléter l'arsenal mis en place pour assurer une meilleure protection à la femme dans notre pays. C'est subséquemment que donc plusieurs textes de loi, ainsi qu'il avait été annoncé en Conseil des ministres, ont été revisités pour mieux adresser certaines infractions, mieux les appréhender et redéfinir ou définir les sanctions appropriées que la justice doit y opposer. C'est ainsi donc que nous avons envoyé à l'Assemblée nationale des projets de loi. Et j'insiste qu'il s'agit bien de projets de loi parce que c'est d'initiative gouvernementale. L'une portant sur la santé sexuelle et reproductive, à la suite de celle qui portait sur les infractions à raison de sexe, et une dernière, non moins importante, portant sur le Code des personnes et de la famille. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout, encore une fois, dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Alors après, qu'avons-nous fait? Avons-nous ou aurions-nous, comme cela a été abondamment entendu et lu sur les réseaux sociaux, aurions-nous, disais-je, ouvert les vannes pour une pratique effrénée de l'IVG? Aurions-nous tout de même ouvert les vannes pour l'extinction du patriarcat dans la société béninoise au profit du matriarcat? Avons-nous, en termes plus simples, décidé que les enfants ne porteraient plus le nom de leur père, mais plutôt celui de leur mère? On a pu noter que certains d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je parle de Béninois en général, ont pu amalgamer. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, M. Jacques Paradis, a été limogé de son poste. La décision a été prise par le conseil d'administration en sa séance du vendredi 22 octobre dernier. Le directeur administratif et financier, Francis Perani, est désigné pour assurer l'intérim du DG sortant. Ce pour une période d'1 mois, précise la décision signée du président du conseil d'administration, Moïse Achille Oussou. M. Perani a été désigné pour nécessité de service. Autre actualité dans cette édition, l'empereur Oholobé et ses ministres sont fixés sur le sort. L'empereur Oholobé a été relaxé au bénéfice du doute selon le verdict prononcé ce mardi 26 octobre par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans l'affaire bastonnade à la cour impériale des Ogoni. Ces ministres, quant à eux, ont été condamnés à 3 ans de prison. Ils paieront aussi une amende de 200 000 francs CFA chacun. Selon le ministère public représenté par Maître Jules Arouga, Oholobé n'aurait pas participé à la bastonnade du plaignant Ibrahim Zanou, une réquisition fustigée par Maître Philibert Bionzin, l'avocat de la victime. Plusieurs maladies peuvent être guéries par des traitements naturels basés sur des plantes médicinales. Ainsi, la prostate et la maladie du gros cœur peuvent se guérir selon Yaovi Azonsi, un infirmier praticien officiant à l'hôpital Jean de Dieu d'Afagnan. Mais il tire l'attention sur certaines maladies dont le traitement par ces pratiques est difficilement envisageable. Il s'est confié au micro de Carles Kitomé. Le gros cœur, si quelqu'un en a, bon, le gros cœur, moi je traite ça pendant 3 jours. Tu peux faire 20 ans. Si celui qui veut, il n'a qu'à venir, on va faire ici. Oui, l'hernie, que les gens disent qu'ils traitent en digérant, c'est faux. Moi, je partage que c'est faux. L'hernie, c'est quoi? C'est un trou, ce sont 2 trous ici, à côté de testicules.
Si tu soulèves les poids lourds, l'intestin cherche, ça rentre dans la bourse et vous avez l'hernie. Et d'autres, dans notre dialecte, on dit Adovi Zekpa, Adovi Zekpa. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais Adovi Zekpa là, c'est qu'en soulevant le gros poids, ça cherche à rentrer dans le testicule et vous avez l'hernie. Et comment on peut guérir l'hernie? L'hernie se guérit avec l'opération. À l'hôpital, l'opération. Fibrome guérit fibrome avec à base de la tisane, c'est faux. Fibrome, c'est l'opération. Parce que c'est formé dans le trompe de la femme. Des fois, ça commence avec myome. Myome, si ça grandit, ça devient fibrome. Donc, on fait l'échographie, c'est à base de l'opération qu'on enlève fibrome. Si d'autres disent que la femme va accoucher fibrome, c'est faux. Moi, je partage que c'est faux. Je fais 39 ans, 7 mois de service de la santé. Bientôt la Noël, une fête qui concerne désormais des communautés autres que chrétiennes. Pour les métaphysiciens, cette fête devrait être célébrée autrement. Dans la foi et le partage de biens matériels, spirituels et surtout de la lumière. C'est ce que nous pouvons retenir de l'interview que nous a accordé l'instructeur spirituel Euseb Amondinou. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je vais dire que la Noël veut dire étymologiquement lumière. Nous sommes d'accord? Célébrer la Noël, c'est partager la lumière. Non, d'abord, c'est régénérer, c'est travailler à la régénération de sa lumière et enfin partager sa lumière avec l'humanité. Comment partager la lumière avec l'humanité? Ça passe par, comment appelle-t-on, le partage ou bien, je dirais, l'offrande des facultés intrinsèques de votre lumière sous la forme des dons. Et ça, si vous comprenez. La meilleure manière de célébrer la Noël, c'est de faire des dons. C'est de donner aux enfants des menus. De toute façon, excusez-moi de le dire ainsi, la Noël ne se fête pas. La Noël ne se fête pas. La Noël est en tout pour tout un principe cosmique. On ne fête pas un principe cosmique. Donc, la meilleure manière, c'est de faire des dons. C'est de faire des dons. Vous pouvez faire des dons en matière de lumière, en matière de joie. Si la faculté intrinsèque, l'une des facultés intrinsèques, c'est que vous faites le don, vous donnez, vous partagez l'une des facultés intrinsèques de votre lumière, mais que vous avez développé le plus. Ça peut être la joie. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez offrir la joie à ceux qui en ont besoin. Ça peut être la santé. Donc vous faites de la sorte que ceux qui ont besoin de la santé aient de la santé. Ça peut être de l'argent. Si c'est de l'argent que vous avez développé plus, l'abondance que vous avez développé le plus dans vos facultés intrinsèques de votre lumière, c'est que vous offrez cet argent, vous offrez cette abondance à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est vous comprenez. Voilà le pourquoi les anciens ont compris et au cours de la Noël, on fait des dons. Deuxième niveau, vous deviez travailler à la régénération de votre lumière. Là, ça passe par des retraites. Ça passe par les activités profondes sur votre lumière intérieure. Et c'est que la régénération de votre lumière est la renaissance de votre être spirituel immortel. Voilà. Allez comprendre pourquoi symboliquement, nos ancêtres, quand la Noël vient, ils cherchent des papayas. Ils essaient de creuser et ils mettent des lanternes de lumière dedans et ils déposent ça au seuil des maisons. Ça, si vous comprenez ça symbolique, vous allez comprendre profondément ce que c'est que la Noël. Donc c'est ça. Et comment célébrer la Noël? Vous savez, ça va nécessiter qu'on rentre dans beaucoup de détails, mais je vais essayer de vous expliquer quelque chose.
La papaye a quelle couleur? Jaune. Sachez que c'est pour faire référence à la pure sagesse de Dieu, la sagesse divine. La lumière qui est allumée à l'intérieur de la papaye, c'est la lumière qui est découlée, qui découle de la profondeur de votre sagesse intérieure. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la pratique qui est là, c'est l'écoulement de la lumière issue de votre innocence intérieure qui est la magie. Voilà pourquoi, quand on parle de la lumière, on parle des rois mages et tout. C'est la papaye symbolise la magie. Est-ce qu'on me comprend? Qui doit faire écouler votre lumière intérieure. Et la magie, c'est l'innocence. Restons avec l'instructeur Euseb Aoudinou qui évoque la métaphysique égyptienne. Il explique que le dieu Horus, qui est une émanation de lumière, est un principe spirituel. Selon Euseb Aoudinou, l'être humain ne peut accéder à ce principe divin s'il ne transcende pas Amon qui est l'incarne qui donne accès à Horus. Il est toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Maintenant, quand il s'agit de Christ, Horus, comme je vous l'ai dit, j'ai longuement expliqué Horus. Maintenant, pourquoi on la donne à la personne Jésus, quoi? Bon, vous savez, Horus, c'est un principe spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Vous ne pouvez pas accéder à ce principe spirituel qui est l'amour divin Horus si vous ne transcendez pas Amon. Est-ce qu'on me comprend? Si vous ne transcendez pas Amon. Et Amon est l'arcane qui vous donne accès à Horus, qui est l'amour divin. Donc vous pouvez prendre Amon, en réalité, Amon, du point de vue et des vertus, Amon, c'est la volonté du diète entre l'esprit et la matière. Donc Amon, c'est la volonté, la faculté de la volonté de l'amour divin. Et ça, tu vois la nuance. Donc, Christ et Jésus, bon, Christ, Horus et Amon, les deux vont du Père. Bien que chacun d'entre eux sont des fonctions différentes. Vous voyez, lorsque vous prenez l'œil d'Horus suspendu au sommet d'une pyramide et en l'air, et comme je vous l'ai dit, en fait, l'œil d'Horus, comme vous voyez, c'est centré sur le soleil. Et ça, c'est comprenez. Or, le soleil, c'est centré sur le soleil. Or, le soleil, c'est rien. Le soleil, c'est atome rien. Je vais vous expliquer encore autre chose en disant ça, parce que beaucoup de personnes disent que quand on parle du 25 décembre, c'est la naissance du dieu Ré, du dieu Baal, du dieu soleil. Sommes d'accord? Il ne faut pas confondre le dieu soleil avec le dieu Amon, avec le dieu Horus. Bien que ces deux dieux font pas des fonctions du soleil, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, l'œil d'Horus est centré sur, comment vous appelez ça? Le soleil. Prenez le soleil comme l'océan de la lumière première. Prenez le soleil comme la source première de la lumière. Est-ce qu'on me comprend? L'œil d'Horus est en réalité là le canal par lequel la lumière, après avoir quitté la source, se dispense dans tout le système cosmique. Voilà pourquoi les Égyptiens centrent l'œil d'Horus sur, comment vous appelez ça, et le soleil. Je vais encore aller plus loin. Vous entendez, on dit que à un certain niveau, ce que la Bible nous a dit, et il y avait la perversion sur la terre, Dieu devait venir sur la terre, restaurer la terre, ne pouvant pas venir, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la métaphysique qui est basée, c'est que la métaphysique sur laquelle est basée peut-être cette petite mensonge-là? Oui, moi j'appelle ça mensonge, parce que les gens ont tendance à prendre la mythologie, les mythes, les légendes comme des réalités humaines.
Maintenant, quand vous prenez Horus est l'enfant du soleil. Est-ce que vous comprenez? Horus est le seul canal, l'œil d'Horus est le seul canal par lequel la lumière de Horus se dispense dans tous les systèmes cosmiques. Vous comprenez là maintenant? Vous comprenez la métaphysique que je vais vous faire aujourd'hui par cette histoire selon laquelle Dieu devait venir envoyer son... Sport dans cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc dispose désormais de gestionnaires des résultats en ligne pour ses compétitions. Elle a formé 5 arqueurs à l'utilisation de l'outil Yanseo du 22 au 24 octobre 2021 à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois. Le récit de la cérémonie de clôture de cette formation est signé Setondélarius Adiaguino. Le tir à l'arc béninois poursuit sa modernisation. La fédération va désormais gérer les résultats de ses compétitions en ligne. Elle a initié à cette fin des archers à l'utilisation du logiciel Yanseo. Yanseo est un outil conçu par la WHA, la Fédération internationale de tir à l'arc, pour permettre une gestion efficace des résultats et aussi pour pouvoir avoir la traçabilité au fil des années des différents résultats, mais aussi avoir une traçabilité par rapport à l'amélioration des performances de chaque archer, peu importe son pays d'origine. Pendant 3 jours, l'experte s'est attelée à transmettre les connaissances nécessaires à la maîtrise des fonctionnalités de l'outil Yanseo aux participants grâce à une approche applicative. Je leur ai donné un exercice pour qu'ils puissent s'appliquer eux-mêmes. Et par la suite, j'ai évalué chacun d'entre eux pour savoir si les notions acquises sont cernées. À présent, ils sont aptes à assurer la gestion des résultats lors des compétitions statutaires de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Les participants se réjouissent de se compter parmi les gestionnaires des résultats en ligne au tir à l'arc au Bénin. Cette formation nous a permis et nous permettra une gestion plus facile des résultats des compétitions. Nous n'aurons plus à faire tout le travail manuellement et le travail serait plus rapide. Nous remercions notre formatrice, le président de la Fédération de tir à l'arc, qui nous ont permis de prendre part à cette formation. Après une expérience non aboutie en 2012, le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc se félicite de la tenue de cette session. C'est une chance pour vous, vous qui êtes là, vous êtes du tir à l'arc et je pense que vous n'allez pas marchander votre participation pour gravir les échelons dans cette formation et cela va nous donner d'abriter des compétitions internationales car l'outil Yanseo, c'est un outil très important pour pouvoir gérer la masse des archers sur le terrain. On peut avoir 200 archers sur le terrain avec Yanseo, tout est gérable et c'est très facile. Merci au ministre des Sports pour nous avoir autorisé à tenir cette formation et nos remerciements vont également au président du comité national olympique et sportif béninois pour la salle mise à notre disposition. Les gestionnaires des résultats formés vont faire leur baptême de feu au championnat national 2021. Paul Zissou, le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, a retracé dans son allocution de clôture l'histoire de la formation des gestionnaires des résultats au tir à l'arc avec l'outil en question. Cette formation a une histoire. En 2012, nous avions, grâce à la Fédération internationale de tir à l'arc, fait venir un expert italien pour nous apprendre cela et il y avait 8 pays participants. Le Bénin avait donné 10 apprenants pour la gestion des résultats. Mais ce n'étaient pas des archers. On avait été chercher des profs d'anglais, puisque le truc était en anglais, des profs, ceux qui maîtrisent un peu l'outil informatique. Mais une fois la formation terminée, ils s'étaient volatilisés. Ils ne sont plus restés dans le tir à l'arc et ils se faisaient désirer. Le championnat qui a suivi, nous les avons appelés pour nous aider. Ils n'avaient plus la main, mais ils voulaient surtout l'argent d'abord.
on a laissé tomber. Et puis aujourd'hui, nous avons mis 2 archers de niveau international sur la formation en ligne. En cours de route, un a jeté l'éponge. Donc nous avons eu la chance d'avoir Merveille qui a honoré le Bénin en sortant même première de cette formation. Et nous avons trouvé opportun de dupliquer cette formation pour que d'autres Béninois s'y mettent. Donc je vous félicite et je vous remercie d'avoir pris part à la première partie de cette formation, puisque la prochaine étape, ce sera d'implémenter cette formation, de mettre cela en application sur notre championnat national que nous espérons viendra bientôt. Je vous dis merci pour avoir sacrifié votre temps pour recevoir cette formation et je vous invite à être toujours en réseau avec la formatrice pour pouvoir maintenir le cap. Sinon, si vous laissez sommeiller cette formation en vous, elle va disparaître. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous et à demain.